l'inconscient, automatiquement, ça a intéressé beaucoup de personnes, des gens très différents, de tous âges, et j'étais garantie de succès de la preuve en donnant pour titre à cet entretien, cet échange inconscient et art. Alors l'inconscient, je ne vais pas me lancer dans une définition abstraite et ardue, je vais simplement vous montrer deux petites images qui vont vous rappeler quelques petits souvenirs à propos de l'inconscient justement. Alors ça c'est celle qu'a fait Thierry pour annoncer cet échange. Et je la trouve, ma foi, très réussie, puisque vous avez un cerveau de jeune femme qui est vraiment en ébullition. C'est un peu ça, notre conscience est à la fois faite de conscience, voilà, j'ai conscience d'être là et vous aussi, et puis d'inconscience, c'est-à-dire de choses qui sont en nous mais qui nous sont complètement étrangères, auxquelles on ne peut pas accéder, mais qui nous font faire des choses. Voilà, des fois on fait des choses, on ne sait pas pourquoi. Bon, faudrait peut-être faire une petite analyse de mon inconscient, mais comment le faire surgir, c'est ce qu'on va voir pendant cet entretien. Donc vous voyez, elle sent qu'il y a quelque chose, et puis elle a envie de jeter un petit coup d'œil en arrière, mais bon, c'est pas facile de voir ce qui se passe dans son cerveau, dans sa nuque. Donc je trouve que c'est très bien vu pour voir un petit peu ce qu'est l'inconscient. Une autre image qui va peut-être vous étonner un peu plus, qui va raviver ça aussi des souvenirs. Est-ce que tout le monde voit? Je ne sais pas trop. C'est un extrait de Tintin au Tibet, donc je raconte les images. Alors dans Tintin au Tibet, vous avez évidemment les personnages classiques, notamment le capitaine Haddock. Et là, le capitaine Haddock monte sur une vache, et il a beaucoup de mal à la diriger, halte, au secours. Alors là, il traverse des rues encombrées et tout le monde s'écarte sur son chemin. Bon, là, il provoque un accident entre deux voitures. La vache continue à suivre son chemin. Et là, vous avez un gendarme qui lui dit « Mais où allez-vous comme ça, sur cette vache, en courant partout ?» Et il lui répond « Je ne sais pas, demandez à la vache. » Tu vas te mettre là-bas? Est-ce qu'il reste une chaise? Non. Alors, t'en as juste là. Alors voilà, donc le capitaine Haddock, il est sur sa vache et il ne sait pas où il va, mais la vache c'est quoi alors? C'est quoi la vache? Elle représente quoi? Au Tibet, c'est une vache sacrée, non? Ah oui, c'est vrai. Elle représente quoi la vache? C'est l'inconscient. Vas-y Fred, vas-y. La vache c'est l'inconscient, et l'inconscient nous-mêmes, on ne sait pas où justement. Hein. C'est ça qui est intéressant dans cette idée. Et Freud, quand il a commencé à faire ses travaux, il a dit je travaille, mais je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je vais me diriger, c'est mon inconscient qui décide. Voilà, c'est ça l'inconscient. Alors l'inconscient, les artistes ont la chance quelque part de pouvoir l'exprimer, sans même s'en rendre compte bien sûr, de pouvoir l'exprimer par la peinture, par la danse, par la musique, par tous les arts possibles et inimaginables. Et nous, les spectateurs, nous qui ne sommes pas des artistes, eh bien nous rencontrons cet inconscient des artistes, donc il y a un échange d'inconscient à inconscient. C'est-à-dire que quand je regarde une œuvre qui me plaît, bon elle me plaît parce que la forme, parce que voilà, des choses tout à fait objectives font qu'elle me plaise, et puis en même temps, souvent quand on éprouve un choc, ce qui peut arriver, un choc devant une toile, on s'effondre en larmes, on a des frissons quand on regarde un spectacle de danse, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de plus que l'émeu esthétique, quelque chose de supplémentaire. Et ce qui émeut souvent c'est ça, c'est la rencontre de ce qui échappe, de ce qui a échappé à l'artiste et de ce qui m'échappe à moi en tant que spectateur. Et donc l'artiste, non seulement lui, il fait parler son inconscient, mais il nous permet à nous de nous découvrir nous-mêmes par l'intermédiaire des œuvres. Et c'est ça que Freud explique, c'est ça qui fait qu'on parle pour le fait qu'il ait, disons, la formule est un peu étrange, mais inventer l'inconscient. Eh bien, cette invention, certains disent que c'est la plus grande découverte, la plus grande invention du XXe siècle. Et c'est vrai que maintenant, on ne peut plus lire un livre, on ne peut pas regarder une œuvre sans se dire « mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous ?» Et c'est ça qui est intéressant en effet. Et on n'a pas toujours les clés, bien sûr, pour savoir ce qu'il y a dessous. Des fois, c'est du domaine de l'intuition, simplement. Et au moment où Freud découvrait, inventait cette idée, ce concept de l'inconscient, en même temps, il y avait une autre révolution qui se passait, c'est à la même époque, c'est-à-dire, pour vous resituer, c'est tout à fait au début du XXe siècle,
Il y a une autre découverte formidable, c'est le cinéma. Donc le cinéma et l'inconscient viennent en même temps. Et le cinéma va nous permettre de comprendre l'inconscient. Puis il y a une troisième révolution. C'est eux-mêmes qui disent on fait la révolution. C'est les surréalistes. Les surréalistes qui sont fascinés par le premier livre que sort Freud à propos justement de cette découverte de l'inconscient, c'est l'interprétation des rêves. Tout le monde a entendu parler de ce livre de Freud. Il est tout petit, il est très facile à lire, je vous conseille de le lire. Et donc les surréalistes français lisent ce livre, ils sont complètement excités par ça, ça leur parle, ils se disent ben oui, nous, on va travailler là-dessus, sur cet inconscient. Ils vont rencontrer Freud, alors Freud n'est pas du tout intéressé par le surréalisme. Lui, il dit que la peinture classique l'intéresse beaucoup plus, parce que là, il peut chercher. C'est une espèce d'investigation qui se fait chez lui. Dès qu'il voit une peinture classique, qu'est-ce qu'il y a dessous? Alors que Dali, par exemple, quand il va faire une peinture surréaliste, ben, lui, en fait, c'est une construction de l'inconscient. Donc ça ne peut pas vraiment être l'inconscient. Bien sûr, se rajoute l'inconscient, mais au départ, il imagine un inconscient. Donc Freud dit, ben, moi, ce que je vois quand je regarde un beau tableau, c'est la réalité, mais ce n'est pas l'inconscient. Donc ça ne l'intéresse pas. Mais il y a une chose, nous, qui peut nous intéresser, c'est de voir, par le biais du cinéma surréaliste, comment, au fond, on peut nous découvrir ce qui se passe dans notre inconscient. On le sait déjà un peu, vous savez, par l'intermédiaire des rêves. Et là, on voit une construction de cinéma qui nous permet de le saisir un petit peu mieux. Alors, on va regarder le début d'un film archi célèbre. Ça va, là? Ça vous gêne, le tableau, ou pas? Donc, un film très célèbre, fait justement par des surréalistes, notamment Dali, un grand cinéaste espagnol qui s'appelle Luis Buñuel, qui s'appelle donc ce film Un chien andalou. Le titre n'ayant évidemment rien à voir avec ce qui se passe dans le film. Alors l'histoire, c'est un homme très amoureux et une femme qui se refuse. Très banal, mais voilà ce que ça donne en cinéma surréaliste. Normalement, il y a du son. Déjà à ce moment-là. Écoute, peut-être pas sur le générique, je ne me souviens pas. C'est un film muet, hein, puisque c'est un film ancien, mais il y a de la musique qui a été ajoutée. Alors vous allez être très attentifs parce que ça ne dure pas longtemps. Bah oui, il n'y a pas le son là. Normalement, il y a le son. Alors, vous voyez cet homme qui affûte son rasoir. Il va sur son balcon, il regarde le ciel. Un nuage va passer devant la lune. Et voilà que ça lui donne des idées. Ouais, c'est assez insupportable. Voilà, c'est fini. Vous pouvez arrêter. On peut regarder ça aussi si vous voulez, c'est assez amusant. Donc c'est la suite. Ce personnage tout à fait particulier sur sa bicyclette. Costume un petit peu étonnant, des surimpressions d'images. Gros plan sur un objet. Voilà, on peut arrêter là.
Alors on n'a pas le temps de regarder tout le film, mais ceux qui le connaissent s'en souviennent certainement parce que ça frappe énormément. Donc là, vous avez cette idée du rasoir qui coupe l'œil. Donc on est dans quelque chose qui est tout à fait du domaine onirique, bien sûr, du domaine du rêve. Et le cinéma peut très bien rendre ça, puisque nous, quand on rêve, on le sait bien, notre inconscient n'a pas de repère dans le temps. On peut se voir bébé et puis avoir, en ayant une représentation de soi bébé, agir à l'heure actuelle, par exemple. Donc il n'y a pas de repère dans le temps, il n'y a pas de repère dans l'espace, les choses glissent, se superposent, il y a des surimpressions d'images, il y a un objet qui apparaît, qui disparaît, et puis il y a aussi des symboles qui peuvent nous frapper énormément, et quand on se réveille, on dit mais pourquoi j'ai rêvé de ça? À un moment donné dans le film, on voit l'homme qui a sa main comme ça, puis il y a des fourmis qui dévorent la main, donc ça fait penser à la mort. Un Buñuel aime beaucoup les symboles comme ça, très très forts. À un moment donné, vous avez 2 cadavres d'ânes morts sur un piano. Alors pour Buñuel, le piano, c'est la bourgeoisie. Donc vous savez, il aime beaucoup critiquer la bourgeoisie et tout ce qui est du domaine du religieux, Buñuel. Un espagnol, hein, donc évidemment il a dû avoir une enfance très très lourde à ce niveau-là. Et à un moment donné, on voit par exemple aussi 2 séminaristes qui sont complètement ligotés. Donc là aussi c'est une critique sociale. Donc vous avez des surimpressions, des flous, des rapports espace-temps comme ça qui nous font complètement perdre nos repères, c'est le rêve. Et ça nous permet de comprendre l'inconscient et ce film nous permet de voir au fond comment ça fonctionne avec ces changements de lieux subis et ces sauts temporels. Freud aussi, pour continuer à expliquer ce qu'est l'inconscient, donc il fait ce petit livre qui s'appelle « Interprétation des rêves », et puis il va aussi réactualiser certains mythes grecs. Alors le plus important d'entre eux, c'est Oedipe, bien sûr, je ne vais pas me lancer à expliquer le complexe d'Oedipe, ce n'est pas intéressant du tout, mais pour nous ce soir. Mais par exemple, je vais vous montrer un petit bout de chorégraphie de Prélioquage qui s'est intéressé à un mythe grec, qui est le mythe de Médée. Médée est très très amoureuse de son mari Jason. Son mari Jason la trompe avec une autre femme qui s'appelle Céruse et elle est tellement malheureuse, Médée, que qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de tuer ses enfants pour faire souffrir son mari. Donc ça c'est le mythe. Et on va regarder ce que ça donne transposé par Prélioquage. Donc un petit extrait de ce ballet que mes élèves connaissent parce qu'on a eu l'occasion de le regarder ensemble. Alors Médée et ses enfants. L'apparence, elle les aime, elle les choisit, elle joue avec eux. Et en fait, elle est dévorée de jalousie. Et elle va prendre l'aspect d'une espèce de bête sauvage. C'est comme ça que Freud veut nous décrire l'inconscient, des forces obscures qui nous font faire des choses animales, bestiales. Elle a des gestes très forts, très cassés, disharmonieux. On sent sa souffrance dans sa gestuelle. Déchaînée. Elle ne se maîtrise plus du tout. Parce que Freud réactualise les mythes, parce que dans les mythes, on comprend à quel point eh bien, le moi n'est pas maître en sa demeure, comme il dit.
Vous voyez, c'est d'une sauvagerie assez épouvantable. Et par ces mythes, eh bien, Freud nous explique que voilà, c'est ça les prémices de l'humanité, c'est vraiment la vie nocturne de l'humanité. Donc il y a nos rêves à nous, il y a ces rêves des débuts de l'humanité qui nous montrent ces puissances obscures qui nous habitent toujours. On va maintenant se plonger dans la façon qu'a eu Freud de faire une analyse sur une œuvre classique et de découvrir par le biais d'analogies qu'il a pu faire l'inconscient de cet artiste. Alors c'est quelque chose de très très connu que Freud a écrit sur, alors le livre s'appelle Souvenirs d'enfance de Léonard de Vinci. Alors Léonard de Vinci, c'est quelqu'un qui a toujours intrigué beaucoup les critiques d'art, parce que vous savez que c'est un artiste exceptionnel, un génie créateur. Il était à la fois peintre, il a imaginé des objets volants, il était ingénieur, il était peintre, je crois que je l'ai dit, bien sûr. Donc il organisait des fêtes somptueuses aussi pour Sforza, qui était son protecteur. Bon, c'était un touche-à-tout tout à fait extraordinaire. Et il y a une chose qui est vraiment caractéristique chez lui, c'est qu'il ne finissait pas ce qu'il commençait, notamment dans ses œuvres picturales. Il commençait un tableau et ça durait, ça durait, ça durait. Il pouvait y travailler jusqu'à oublier de manger, et puis après rester prostré devant son œuvre pendant des jours et puis toucher un pinceau. Donc ça, quelque part, pour Freud, c'est intéressant, parce que c'est un symptôme, comme on dit en psychanalyse. Donc c'est un symptôme, donc ça éveille la curiosité. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? On ne sait pas, a priori, on ne sait pas. Ben, il faisait ça, voilà, il pensait à autre chose, et puis il repartait sur autre chose. Non, il y a forcément une raison. Alors, il va regarder, donc, de très près, une toile la plus connue de Léonard de Vinci, la Joconde. On va regarder la Joconde. Voilà. La Joconde, donc, c'est une jeune femme dont le mari demande à Léonard de faire son portrait. Et il a 50 ans, Léonard de Vinci, quand il fait le portrait de la Joconde. Et il la trouve absolument charmante. Elle a un sourire d'une gaieté assez émouvante. Et pour éviter que pendant les séances de pause, parce qu'il travaille 4 ans quand même sur cette œuvre, hein, je vous dis, il avait du mal à finir, mais voilà, il n'arrivait pas à livrer le tableau une fois qu'il était fini, de toute façon en plus, puis il voulait toujours retoucher, puisque quelque part c'était jamais fini justement. Donc il voit ce sourire adorable et il a peur que ce sourire s'efface à la longue au bout des séances de pause, et il convie toujours autour d'elle des musiciens, des violonistes, des jongleurs, pour qu'elle ait toujours cet air de gaieté sur le visage. Et ce sourire très énigmatique parle à Freud parce qu'il va retrouver ce sourire sur un autre tableau que fait Léonard, peu de temps après qu'il ait terminé entre guillemets, puisque à son avis c'était jamais terminé, la Joconde. Donc on va voir Sainte-Anne. Voilà, ça c'est une autre toile très connue. C'est un sujet qui a été assez peu représenté par les peintres. C'est Sainte-Anne, Marie qui est assise sur ses genoux, donc sa fille. Et voyez, toutes les deux, elles regardent l'enfant Jésus. Donc là, on n'a plus la Joconde, cette jeune femme qui nous regarde nous, les spectateurs, mais vous avez un déplacement, c'est-à-dire que vous avez ces deux femmes qui regardent cet enfant Jésus. Et il y a toujours ce sourire, regardez le sourire de Sainte-Anne, si on peut approcher un petit peu. Voilà, Sainte-Anne, le sourire de Sainte-Anne, qui évoque évidemment le sourire de la Joconde, et qu'on va retrouver aussi dans d'autres tableaux. Alors pourquoi ce sourire ? Freud se plonge dans le journal de Léonard de Vinci. Dans son journal, Léonard ne s'épanche pas, hein, c'est pas l'époque, on ne parle pas de son moi à cette époque-là, on cite des petits faits, et il y a 3 faits qui retiennent son attention. Alors le premier fait qui retient son attention, c'est qu'il note, alors qu'il se moquait complètement de tout ce qui pouvait tourner autour de l'argent, Léonard note l'une des dépense qu'il a faite, il a acheté un manteau pour un de ses élèves, qui s'appelait Andrea. Première chose qui l'étonne. Ensuite, il voit qu'il note les dépenses occasionnées par les obsèques de sa mère. Il faut savoir que Léonard avait eu en quelque sorte 2 mères. Une mère biologique, comme on dirait maintenant, mais on a arraché Léonard à cette maman parce que
l'amant de cette femme, vous me suivez toujours, avait épousé une femme de son rang, c'était une servante, avait épousé une femme de son rang qui n'a pas pu avoir d'enfant. Donc il a été réclamé son fils illégitime à cette servante, il l'a pris, il l'a donné à son épouse. Ça va? Oui. Donc il l'a donné à son épouse. Donc évidemment, il avait 5 ans, Léonard, ça a été un arrachement terrible pour lui, et on imagine aussi pour sa mère, qui s'appelait Katharina. Dans ce journal, donc, Freud comprend l'attachement qu'a eu sûrement Léonard de Vinci pour sa mère, sa vraie mère, Katharina, parce qu'il note donc les dépenses pour ses obsèques. Et puis il y a une troisième chose aussi qui montre un attachement aussi de Léonard, c'est la mort de son père. Il note la mort de son père, voilà le nom de son père, puis dit à 7 heures, est mort le mercredi matin de telle année à 7 heures, puis un petit peu plus tard, à la fin de la même phrase, il répète à 7 heures. Et il trouve très étonnant, Freud, il y a des petites choses comme ça qu'on s'accroche quand on est psychanalyste, très étonnant qu'un homme qui rédige très facilement et des lettres et des lettres et des livres, dans la même phrase, fasse cette répétition. Et il se dit, s'il fait cette répétition, c'est qu'il est très ému. Il sait aussi qu'il est très attaché à cet élève Andrea. Léonard était connu pour prendre comme élève, non pas des élèves doués, mais surtout des élèves très beaux. Et donc il avait sûrement un attachement pour cet élève, il lui achète un manteau. Donc il se dit, voilà, ça me prouve qu'il est très attaché à cette mère. Et pourquoi en fait est-ce qu'il y a ce sourire qui apparaît sur les lèvres de ces personnages à partir d'une époque? C'est quelque chose qui lui échappe à Léonard, ce sourire. Ce sourire, en fait, c'est quelque chose qu'il voudrait voir se re-réaliser dans l'existence. Il voudrait revoir sa mère avec ce sourire. Mais sa mère, elle a perdu ce sourire puisqu'elle a perdu son fils. Vous voyez? C'est ce que pense Léonard de ça. Et là, quand il construit ce tableau, en fait, tu peux reprendre la distance, voilà. Ouais, c'est très étonnant parce qu'on a l'impression que ces deux femmes, elles ne font presque une femme. Regardez comment il est construit. Elle est assise sur les genoux de sa mère, la Vierge Marie, et c'est un petit peu bizarre, ça fait presque maladroit, cette construction de ces deux femmes. Et ça prouve, d'après Freud, ça que, en fait, s'il a mis ces deux femmes comme ça qui font presque une, c'est parce que, ben justement, il a eu deux mères. Et que là, ce qui lui échappe, c'est ce souvenir inconscient de ça, d'un moment où il a eu deux mères. Et c'est une douleur qu'il a portée toute sa vie. On croit qu'il n'a pas eu, enfin on est presque sûr, d'après tous les témoignages qu'on a de l'époque, qu'il n'a pas pu avoir de vie sexuelle. Il a été toujours dans cette difficulté comme ça de surmonter cette enfance, et il a sublimé, il est arrivé quand même à devenir quelqu'un, il n'est pas tombé dans la folie ni dans la dépression, il a sublimé ça par l'art justement. Hein. Donc c'est une sublimation, et Freud comprend ça à partir de ce sourire et au départ du symptôme que manifestait Léonard, à savoir cette extrême lenteur à faire les choses et l'incapacité de terminer ses œuvres. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut fonctionner quand on est psychanalyste pour arriver à comprendre ce qui se passe chez un artiste. Et ce qu'on peut se dire aussi, c'est que imaginez quelqu'un qui souffre un peu de ce symptôme-là, une extrême lenteur à faire les choses, des difficultés à terminer, peut-être qu'il y aura une rencontre à ce moment-là entre celui qui est comme ça et qui regarde cette œuvre de Léonard, qui va comprendre hein, par une projection qu'il va faire, par une communication d'inconscient à inconscient, il va peut-être arriver à se comprendre ce qui lui arrive en regardant l'œuvre de Léonard. Et c'est souvent pourquoi on peut être touché par quelque chose sans savoir trop pourquoi on est touché. Ben, à ce moment-là, c'est intéressant de s'analyser en profondeur pour arriver justement à se comprendre, à se découvrir soi-même. Alors on va regarder maintenant autre chose. Alors maintenant, bon, je vous ai montré le travail de Freud. Alors maintenant je me lance, c'est-à-dire que moi je vais faire de l'analyse sauvage de deux œuvres. Alors je me suis plongée la semaine dernière et les années précédentes dans un ballet qui s'appelle le ballet triadique. On va regarder un petit extrait du ballet triadique. Le ballet triadique, c'est une œuvre du début du XXe siècle d'Oskar Schlemmer, qui est quelqu'un, vous allez le voir, qui habille ses danseurs de
façon un peu bizarre. Voilà, vous voyez, ce sont des figures assez inquiétantes, des figures géométriques, des danseurs qui dansent très peu, dans un espace que les danseurs construisent eux-mêmes. Alors on peut trouver bien sûr des tas de raisons très objectives et très intéressantes pour expliquer ce ballet triadique. On est au début du XXe siècle, on se pose beaucoup de questions sur comment construire l'espace, on ne veut plus voir l'espace comme on le voyait dans la sculpture et dans la peinture classique. Il y a Laban qui est arrivé, Laban qui dit, bon voilà, il faut creuser l'espace, qui met son danseur au milieu d'une kinésphère qui a 20 faces et qui dit au danseur, ben voilà, vous allez dans toutes les directions, donc on quitte la danse en frontalité pour faire une danse dans un espace à plusieurs dimensions. Donc ça, ce sont les raisons objectives qui font penser qu'en effet, Oskar Schlemmer, fort de tout ça, en plus de quelque chose qui est du domaine, bon, je ne sais pas si je peux traverser la fenêtre, peu importe, vous connaissez, qui est du domaine de la peinture, il va à Paris et il voit pour la première fois, comme tous les gens du début du siècle, les fameuses Demoiselles d'Avignon de Picasso. Et là, il voit une façon, une espèce de révolution des formes, puisqu'il voit une façon de représenter le corps humain avec justement des formes géométriques. Bon alors d'accord, ça donne le ballet triadique avec 18 figurines qu'il imagine, qui lui permettent d'habiller ses danseurs de façon comme ça, très géométrique, avec des sphères sans bras, les jambes souvent très entravées. Là vous en avez vu 2 figurines, mais il y en a de très différentes, il y en a 18 en tout. Bon, ça c'est la réalité, c'est l'œuvre qu'on explique, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a eu envie d'habiller des danseurs avec des formes géométriques, de priver ces danseurs de bras, de ligoter, il y a une figurine où il peut à peine bouger, il est comme ça, donc il peut faire que sauter. Qu'est-ce qui lui a pris? Bon, chorégraphiquement, ça manque un peu d'intérêt. L'expérimentation au niveau de l'espace est intéressante, mais ça reste du domaine expérimental. Alors, Picasso avait été très impressionné par l'art nègre qu'il avait découvert au Trocadéro, ce qui l'a aidé dans sa période cubiste, à avoir des formes extrêmement épurées sur les visages qu'il représente pour les Demoiselles d'Avignon. Je vais vous le montrer quand même, parce que peut-être que vous l'avez plus bien en mémoire, ce tableau. Voilà, tout le monde arrive à voir un peu? Ah, c'est ça le tableau de Picasso, les Demoiselles d'Avignon. Vous voyez les lignes très aiguës, les coudes, les formes géométriques, la représentation du visage en plusieurs dimensions. Donc 1907 quand même, hein, vous imaginez le choc quand les gens ont découvert ça au tout début du XXe siècle. Donc je reprends mon idée d'Oskar Schlemmer. Qu'est-ce qui a pu le pousser à avoir envie de faire ça? Alors donc Picasso s'inspire de l'art africain pour faire ça. Et Oskar Schlemmer, lui, est très interpellé, il aime beaucoup regarder les fresques égyptiennes.
Alors les fresques égyptiennes, j'en ai pas là à vous montrer sous la main, mais tout le monde a cette représentation mentale. Vous savez, ces personnages, tous un peu les mêmes, avec le pagne blanc, qui ont le torse de face et puis les pieds de profil, hein, et qui se répètent indéfiniment dans des frises et dans des fresques. Donc ça lui plaît. Ça lui plaît, cette répétition qui est de l'ordre de l'immuabilité. C'est-à-dire que quand on répète toujours les mêmes choses à travers les siècles, et c'est le cas des Égyptiens, quelque part c'est qu'on a une représentation du monde qui est comme ça, qui est immuable. Si c'est immuable, ça existe de tout temps, ça va exister comme ça jusqu'à la fin des temps, on n'a plus peur. Et qu'est-ce qui peut nous faire peur? Quand les choses bougent, en fait, de quoi on a peur? Quand les choses bougent, c'est qu'elles vont vers la mort. On a peur de la mort. Et on se rigidifie pour éviter la mort. Et quoi de plus réconfortant que justement des silhouettes qui se répètent comme ça à jamais pour être dans la sécurité. Donc peut-être qu'Oskar Schlemmer, il a inventé ces formes géométriques pour se dire, bon, l'individu périssable qui est bébé, jeune et qui devient vieux, ça n'existe pas. Je leur donne des visages qui ne sont pas individualisés, qui sont des masques. Tout au long du ballet, les danseurs dansent avec des masques. Donc on ne sait même pas reconnaître d'ailleurs ce sont un danseur garçon ou un danseur fille, tellement ils sont masqués. Et donc quelque part ça gomme tout ça, donc ça rend l'homme immortel. C'est mon interprétation. Vous n'êtes pas du tout obligé de me suivre. Mais vous voyez que ça peut être amusant et intéressant de se livrer à des choses comme ça. Puis maintenant, une dernière envolée d'interprétation personnelle. Donc on va regarder un tableau de Félix Vallotton. Alors, Félix Vallotton, c'est un peintre que beaucoup de gens ont découvert l'année dernière, simplement, parce qu'il y a eu une grande exposition sur lui à Paris. On a pu voir beaucoup de ses œuvres. Et celle-là s'appelle Le Ballon. Alors je vous la laisse regarder et vous laisser impressionner par elle. On est à l'époque avec Félix Vallotton des débuts de la photographie. Il s'est acheté un appareil, il s'est beaucoup amusé à faire des prises de vue avec des plongées, des contre-plongées, des petites choses un petit peu comme ça, donc avec des angles de vue différents qui bien sûr ont inspiré sa peinture. Et là on voit que sa composition, elle est en plongée, légèrement décentrée. Donc c'est une composition déjà très particulière qu'on ne trouve pas souvent encore à cette époque. Et puis on voit ce petit enfant qui court en toute naïveté, en toute innocence, vers ce petit ballon rouge qui l'attire irrépressiblement. Et puis au fond du tableau, vous voyez le tableau est divisé vraiment en deux parties, soleil et ombre. Et au fond du tableau, vous avez deux silhouettes, peut-être les parents qui sont là. Il sait inconsciemment, le petit enfant, que ses parents sont là, veillent sur lui. Donc ça l'aide à avoir cette course innocente vers son ballon, dans ce soleil, dans cette gaieté. Il n'a pas peur, ils sont là. Donc il peut faire ce qu'il veut, il veille sur lui. Mais qu'est-ce qui peut émouvoir et bouleverser? Moi ça m'a fait pleurer ce tableau quand je l'ai vu la première fois, cette exposition. J'ai dû faire sûrement une projection, que je ne vous livrerai pas. Mais regardez, qu'est-ce qui est derrière l'enfant? Vous avez une partie très éclairée et une partie à l'ombre. Et une ombre qui est menaçante. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vue. Une ombre menaçante. Et quand on connaît l'histoire de Félix Vallotton, alors ce qu'il y a de bien dans ces expositions, vous le savez, c'est que vous avez des panneaux de biographie, d'explications. Donc juste avant de voir ce tableau, on avait pu lire quelques éléments de la biographie de Félix Vallotton. Et là, moi, j'ai appris des choses assez horribles qu'il a vécues entre 10 et 12 ans. Par 3 fois, entre 10 et 12 ans, il a été plus ou moins responsable, mais sans l'être, mais il a été persuadé qu'il était coupable de ça. Responsable de... La première fois, il n'est pas mort, heureusement, mais les 2 autres personnes sont mortes. Alors, premier épisode de sa vie, un camarade à lui tombe dans une rivière, et quand il arrive à sortir de cette rivière où il manque se noyer, ce camarade accuse Félix d'être responsable de ça. Donc un choc déjà terrible pour ce petit garçon.
Deuxième chose qui lui arrive également, il est responsable de la mort d'un graveur qu'il admirait beaucoup. Et ça, il n'expliquait pas comment dans la biographie il a pu penser être responsable de sa mort, donc je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Et la troisième chose, il a donné par accident, la Freud dirait peut-être, mais en fait c'est un meurtrier, Félix Vallotton, il a donné par accident du poison à quelqu'un qui en est mort. Donc, comment il est arrivé à ne pas devenir fou avec cette culpabilité énorme? Et il a sublimé, il est devenu un artiste. Bon, il y a des choses, évidemment, qui lui ont échappé, mais de toute façon, il portait le poids de cette culpabilité. Moi, je trouve que dans ce tableau, on voit justement cette perte d'innocence. Vous avez ce petit garçon, qui est peut-être Félix Vallotton, qui court après ce ballon, qui représente une vie au soleil, merveilleuse, voilà, qui peut l'attendre, mais derrière, il y a cette ombre menaçante. Il y a cet inconscient qui est là en lui, qui lui dit toujours, même s'il n'en a plus conscience justement quand il est adulte, qu'il a plus ou moins oublié ce qui s'était passé, qui lui dit « tu es coupable ». Et ça lui échappe dans son œuvre. Voilà, c'est ça, je trouve, qui est intéressant. Vous l'aimez, cette toile? Alors peut-être que j'extrapole, je vois des petits sourires, là, je ne sais pas, mais... Comment vous la voyez, cette toile? Vous avez une autre interprétation? Moi, j'ai pas d'interprétation particulière. Je vois surtout un chapeau jaune qui ressemble à un soleil. Oui, tout à fait, un soleil. Et une barre rouge qui est, je sais pas, quelque chose comme vers quoi on tend. Oui. Il y a beaucoup de cercles dans cette toile, donc beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur. Mais c'est cette ombre-là qui est très menaçante. C'est pas ce qu'on voit tout de suite. C'est pas ce qu'on voit tout de suite, non. On voit le chapeau, la bague. Oui. On voit d'abord ce qui est au soleil, hein, ce qui est à droite du tableau. Et c'est ce qu'il veut, je pense. On est captivé par ça. Et après, quand on regarde le côté ombre, c'est là justement qu'on a le choc. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va lui arriver? Non, vous avez une autre façon de voir les choses? C'est bizarre parce que la balle, on dirait pas une balle, on dirait un point et il y a la même dans l'ombre en fait. Oui, oui. C'est vrai qu'il y a la même dans l'ombre. Non, moi j'ai regardé plus l'ombre en premier que... Ah oui? Ah oui? Ouais. Tu as regardé plus C'est le truc qui m'a captivé en premier. Il y a une symétrie aussi entre les deux points, justement, et le petit garçon. Il y a une symétrie. Oui. Qui voudrait dire que la conscience qu'il a et puis son inconscient pèsent la même chose en fait dans sa conscience rationnelle, peut-être. Elle ressemble un peu à un monstre, hein, cette ombre. Oui. On dirait des bras. Ah oui. C'est assez monstrueux cette ombre. Voilà, et pour conclure, on pourrait reprendre une phrase de Léonard de Vinci qui a dit « La peinture est chose mentale, et cosa mentale ». Vous voyez, c'est chose mentale, la peinture à tous les niveaux. C'est pour ça que c'est passionnant. Et la représentation des monstres en peinture, on peut la voir beaucoup dans la peinture classique. Et je pense que Freud, là, s'il avait eu le temps de se consacrer à être critique d'art, en plus de tout ce qu'il a fait, il se serait sûrement beaucoup intéressé, beaucoup amusé à lire la peinture classique et les représentations de monstres que peuvent faire les peintres classiques. Un assez proche de nous encore, Goya, qui peint beaucoup de monstres. Par exemple, une toile où on voit un monstre énorme qui dévore des enfants. Et vous avez aussi beaucoup dans la peinture classique des représentations d'insectes monstrueux. Et d'ailleurs, à une époque de sa vie, Léonard s'est amusé à torturer un peu un lézard. Pardon, Freud. Non, c'est Léonard qui a fait l'insecte. Et donc, il avait pris un petit lézard, il avait mis à ce lézard des petites ailes, des fausses ailes, et il faisait comme s'il faisait voler le lézard pour la plus grande joie de ses amis. Donc, il avait imaginé à partir de ce lézard une créature fantasmagorique qui peut représenter quelque part un inconscient complètement troublé et torturé. De même que dans cette peinture classique qu'on peut voir, quand on a des représentations de monstres, eh bien on peut y voir le diable, bien sûr, puisqu'on est dans des périodes très très religieuses, mais aussi toutes ces forces obscures qui nous habitent, qui nous échappent, qu'on aimerait bien connaître, quoique peut-être pas toujours, hein, des fois on préfère que ça reste enfoui. Mais les artistes nous permettent
de voir ces échappées d'inconscient dans leur œuvre et nous permettent à nous de peut-être comprendre un peu ce qui se passe aussi dans notre inconscient. Voilà, si quelqu'un veut dire quelque chose. Non, on arrête là alors? Pas de questions? Voilà, merci.